Mm. Bonjour à toutes et à tous. Très content de vous accueillir pour ce webinaire avec Sylvain aujourd'hui pour parler à la fois de pitch, mais pas que, pour parler aussi de cerveau. Donc ça paraît peut-être un petit peu loufoque, mais pas tant au final, vous allez le voir, parce qu'il y a des liens clairement sur à la fois la neuroscience, l'entrepreneuriat et le pitch pour convaincre des investisseurs. Avant de rentrer évidemment dans le détail, on va se présenter. Avant de se présenter, je vous fais une petite introduction très rapide, le temps que tout le monde aussi se connecte, à savoir que vous pouvez vous présenter dans le chat. On peut se dire bonjour tout le monde. On peut également Yes. poser toutes ces questions. À la fois, vous voyez qu'il y a un petit en question-réponse dans Zoom, mais également dans le chat, vous pouvez les poser. On les prendra euh, au fil de l'eau, mais on se réservera aussi 10 minutes à la fin pour pouvoir répondre à toutes vos questions. C'est l'idée, hein, autant en profiter pour bénéficier à la fois de nos conseils avisés, à la fois de Sylvain et de nous côté Legals. On a jusqu'à midi à peu près. Non, il est midi, jusqu'à 13 heures. Donc, on va échanger sur cette thématique qui est celle du pitch et de bien comprendre le cerveau, justement pour pouvoir convaincre et être convaincant auprès d'investisseurs lorsque vous présentez votre projet, que ce soit dans différents formats, hein, que ce soit un format très court, hein, d'elevator pitch, que ce soit un format peut-être un peu plus long. Toi, Sylvain, tu as l'habitude et tu accompagnes justement des entrepreneurs dans la prise de parole publique. Tu vas nous présenter ton parcours, évidemment. Et pourquoi on a choisi de faire ce webinar? C'est pour avoir un angle un petit peu différent sur le pitch habituel, des tips peut-être assez classiques que vous pouvez entendre. Parce que là, il y a des liens clairement sur l'attitude, sur le body language, comme on dit en bon français, mais comment voilà, le fait de parler et le fait de convaincre, comment les gens peuvent juger a priori dès lors qu'ils vous voient par rapport à votre attitude, par rapport à votre prestance, qu'importe. Et ben ça, justement, Sylvain, tu vas nous en parler un petit peu plus. Et merci aussi d'être là ce matin pour pouvoir échanger avec nous. En deux mots, peut-être pour te présenter. Yes, carrément. Alors, merci beaucoup, Florent. Merci aussi à Lila, Stéphanie pour l'organisation du webinaire. C'est vraiment super. Alors, pour me présenter, tu l'as super bien dit. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à améliorer leur prise de parole en public. Donc, moi, c'est Sylvain. Je suis marié, j'ai un enfant. Et à la base, c'était pas du tout Ouais, prévu que j'accompagne les entrepreneurs à améliorer leur prise de parole. Pourquoi c'était pas prévu? Parce que j'étais extrêmement timide. J'avais peur du regard des gens. J'avais peur de m'exprimer. J'avais peur de dire vraiment ce que je pensais. Et souvent, on se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Donc, au moment où j'étais timide, jusqu'au moment où aujourd'hui, je coach des personnes en prise de parole, beaucoup de choses. Principalement, ça a commencé avec le foot. J'ai été vraiment régulièrement exposé à la prise de parole parce que je suis devenu capitaine. Après, j'ai fait du basket. Donc là, j'ai été arbitre, ce qui fait que je devais arbitrer des gens qui avaient 35 ans alors que j'avais 15 ans. Et donc là, il faut savoir prendre la parole. Après, j'ai fait mon BAFA. Et donc, en tant qu'animateur, pendant 7 ans dans les centres sportifs, j'ai dû accompagner des enfants. Et quand tu es devant près de 200 enfants, il faut savoir parler. Donc, à ce moment-là, ensuite, ça a continué avec la musique. Aujourd'hui, je le fais toujours. Donc, je suis artiste, chanteur, guitariste dans l'église évangélique. Et donc, j'ai fait des concerts, j'ai fait des tournées, j'ai fait des clips. Et en fait, tout ça aussi m'a poussé à améliorer ma prise de parole en public. Et la dernière partie, c'est par rapport à mon cursus universitaire. Donc, à la fac, j'ai commencé par 2 années de médecine. J'ai raté. Et donc, j'ai bifurqué en biologie. Là, j'ai fait ma licence de biologie, j'ai fait mon master en neurosciences, je suis allé jusqu'à la thèse de doctorat en neurobiologie. Et en fait, pendant tous ces moments-là, j'ai dû faire des séminaires, il y avait des présentations, il y avait des colloques. Et donc, j'ai eu beaucoup de moments où je devais prendre la parole en public. Et arrivé à la fin de ma thèse, j'ai pas pu la défendre. Donc, j'ai vécu un échec, arrivé au bout de parcours après 9 années d'études. Et donc, je me suis posé, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et j'ai réfléchi, on est en novembre 2022. Et je me pose et je me dis, mince, qu'est-ce que je peux faire que j'aime vraiment? Qu'est-ce que je peux faire qui peut me rapporter de l'argent? Qu'est-ce que je peux faire qui répond à un besoin chez les gens? Et qu'est-ce que je peux faire qui est une force, une compétence que j'ai? Et donc, les quatre rassemblés,
ce qui allait tout droit, ce qui était vraiment une autoroute pour moi au final, c'était la prise de parole, aider les gens à améliorer leur prise de parole en public. Parce que pendant plus de 15 ans, j'avais cumulé des milliers d'heures où je devais prendre la parole. Et donc j'ai commencé, je me suis lancé sur Instagram, sur LinkedIn. Et aujourd'hui, j'ai accompagné plus d'une centaine d'entrepreneurs. Je travaille donc avec des incubateurs, je travaille également avec des fonds d'investissement, par exemple Serena ou encore Finance Innovation. Il y a une partie également de TEDx, ce qui fait que là aujourd'hui, j'ai accompagné 11 speakers pour leur conférence TED, pour ceux qui connaissent les conférences TEDx. Et j'accompagne également voilà, les entrepreneurs sur leur levée de fonds, sur leur prise de parole en conférence, sur le leadership aussi. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'est venu ce lien-là entre la prise de parole et la neuroscience. Donc neuroscience parce que j'en ai fait pendant plus de 9 ans et je me suis dit, mais oui, c'est vrai, on peut comprendre le cerveau pour mieux prendre la parole. Donc voilà par rapport à mon parcours et comment j'ai pu justement connecter les deux mondes qui pouvaient paraître justement complètement éloignés. D'où l'idée de pouvoir vous partager ce matin, ce midi, les bons conseils qui sont les tiens, Sylvain, parce que si on n'a pas eu la chance d'avoir peut-être enfin, fait des expériences comme ça de prise de parole et été confronté, et qu'on est quand même entrepreneur et on se doit de le faire, c'est exactement ce que tu as décrit toi dans ton parcours, à la fois personnel, puis après justement universitaire. Donc si on n'a pas fait encore de musique, on n'a pas passé le BAFA pour gérer 200 enfants qui vont dans tous les sens où il faut savoir les cadrer. L'idée, c'est justement de vous donner des éléments à emporter pour pouvoir vous faire ce travail et être à l'aise, en tout cas le plus possible. Et puis après, il y a des notions, c'est soit on les combat, c'est ce que tu me disais hein, quand on préparait justement ce webinaire, soit on laisse passer et on fuit. Hein. Il y a soit l'un, soit l'autre, soit on se bat ou on fuit. Mais là, l'idée, c'est plutôt de vous donner les clés pour pouvoir justement affronter si cette prise de parole peut vous angoisser un petit peu, et savoir aussi quelles sont les bonnes techniques pour le faire. Mais avant qu'on vienne sur cette partie plutôt type et concret, déjà, comment on fait le lien avec cette partie qui est la tienne et à la fois sur les aspects universitaires et l'entrepreneuriat? Il y a 3 points, hein, tu m'avais dit, entre neurosciences et entrepreneuriat qu'il est bon de rappeler avant de rentrer dans le détail des points concrets. Yes, exactement. Donc par rapport au lien entre neurosciences et entrepreneuriat, trois points principaux que j'ai voulu partager. En fait, la première chose qui est importante parce qu'elle conditionne vraiment la compréhension des neurosciences et comment fonctionne le cerveau, c'est ce principe-là. Le cerveau fonctionne en association. Qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau de notre cerveau, on a plusieurs lobes, donc on a plusieurs parties. Et au sein de ces lobes-là, on a également des sous-parties, ce qui fait que on a des neurones qui vont être spécifiques pour les émotions, on a des neurones pour la mémoire, on a des neurones pour la prise de décision, on a des neurones pour la vision, etc., etc. Et en fait, toutes ces parties-là, au niveau du cerveau, vont travailler ensemble. Elles vont travailler ensemble, ce qui fait que pour retenir une information ou pour avoir une attention captée, plus il y a de zones qui sont stimulées, plus justement le cerveau va retenir l'information ou mieux l'attention va être captée. Et de façon un peu plus concrète, comment ça peut justement s'appliquer par rapport à la prise de parole. On imagine qu'on est à un événement. Voilà, on a un événement, il y a des entrepreneurs, il y a des investisseurs. Je suis là à un événement, je veux pitcher un investisseur, je me dirige vers lui pour pouvoir lui parler. Au lieu de ne parler que de son pitch, pour stimuler plus de zones de son cerveau, on parle du pitch, on parle de l'investisseur, donc on lui pose des questions, on va parler peut-être de ses enfants, on va peut-être lui amener un verre d'eau, on va commenter sa tenue. Donc en fait, on va faire en sorte que la discussion puisse stimuler le plus de zones possible. Et en fait, ça, c'est basé justement sur le fonctionnement du cerveau. On fonctionne comme ça, ce qui fait que plus on a de stimulation, plus la personne va être susceptible de retenir qui on est et d'avoir l'attention captée, comparé à si on va tout simplement parler de notre pitch. Ça, c'est un exemple concret. Et ça, c'est aussi souvent peut-être le défaut qu'on peut avoir. On se dit, ah, ok, bon, il faut absolument que je fasse mon pitch auprès d'investisseurs et on se rend compte qu'on va parler pas que de nous, sans forcément vouloir être complètement égocentré et Ouais. justement de parler que de son projet et de ce qu'on veut faire. Mais il y a aussi s'intéresser justement à l'investisseur et comprendre lui comment il peut réfléchir, comment il peut le faire. Et ces zones d'interaction là dont tu parles sont intéressantes parce que
on peut se dire en fait, mais oui, c'est vrai, c'est du bon sens. Mais comme tu viens de l'expliquer d'un point de vue plutôt scientifique, c'est-à-dire que cette logique d'association permet de pouvoir là, de retenir plus le fait que, ah oui, je me souviens de cette personne à qui j'ai parlé parce que l'exemple que tu viens de donner, ça a été stimulé de manière un peu différente et par plusieurs points quoi, de contact. Ça peut se faire aussi éventuellement par... Parce que là, tu donnais un exemple qui est un exemple physique en termes de rencontre. Est-ce que ça peut aussi se passer sur un, je sais pas, un email ou autre chose où tu auras plus tendance à capter un message, si tu envoies un mail à froid, ou pas? C'est vraiment surtout sur une logique purement de personne. Ouais, si, ça peut se transposer également au niveau de l'écriture. Par exemple, tu sais, souvent, on va avoir des templates de mails qui sont déjà faits, ce qui fait que quand le cerveau va lire ce type de mail-là, donc c'est déjà vu et revu, ce qui fait qu'il n'y Ouais. a pas vraiment beaucoup en fait de stimulation. Alors que si tu personnalises, si tu arrives à trouver des détails par rapport à la personne, si tu arrives à raconter une histoire, donc storytelling, on en parlera à la fin, Mm. en fait là, tu vas faire appel beaucoup plus peut-être à la mémoire, tu vas beaucoup faire appel aux émotions, et dans ce sens-là, ton cerveau va être plus capté, même à travers un mail. Ok. Et donc oui, en effet, si tu peux le transposer par rapport au mail Donc ouais, complètement. c'est pas que forcément une personne. Ok. Ouais. Intéressant. Et il y avait deux autres points. C'est ça hein, dont tu voulais parler sur neurosciences et entrepreneuriat? Ouais, exactement. Le point d'après, c'est ce qu'on appelle la règle des 20. Donc les 20 premières secondes, les 20 premiers gestes, les 20 premiers mots. En Mhm. fait, dans le fonctionnement de notre cerveau, les premiers instants, les premiers moments sont vraiment super importants. Et très souvent, c'est à partir de ces premiers moments-là que la personne qui est en face de nous va décider, donc va prendre des décisions, se dire, OK, là, ça vaut le coup d'écouter. OK, là, ça vaut pas le coup d'écouter. Ce qui fait que c'est vraiment très important de bien commencer. C'est-à-dire que quand on va aborder quelqu'un, y aller vraiment en étant détendu, y aller vraiment en étant serein, en faisant attention à ce qu'on va dire en premier. Par exemple, bon, c'est un cas extrême, mais je déconseille fortement de traiter quelqu'un dès le début, de le rabaisser. Ça part très très mal. Bien sûr, les gens font rarement ça, mais voilà, les 20 premières, la règle des 20, elle est importante parce que le cerveau fait attention à tout ce qui va se passer en premier, au début. Et ça va vraiment conditionner les échanges après. Donc si ça se passe très très bien au début, il y a beaucoup plus de probabilités que ensuite ça se passe bien. Et inversement. Et souvent aussi, quand on accompagne les entrepreneurs côté Illegals, il y a vraiment ce point de l'accroche, et c'est exactement ce que tu viens de décrire là, sur les 10, 15, 30, 45 premières secondes sont juste essentielles quand on va discuter avec un investisseur, quand on fait son pitch, parce que en fait, si on n'accroche pas bien à ce moment-là, et c'est ce que tu viens d'expliquer, bah, il aura plus tendance à se dire, OK, et de juger très vite, parce qu'il y a aussi cet aspect, je crois que tu vas nous en parler aussi sur le fait qu'il y a un jugement qui vient très vite, et après, il est difficile de pouvoir s'en détacher, sauf à faire preuve vraiment de conviction et d'être un peu plus d'éloquence. Mais souvent, quand on apprend les entrepreneurs, des fois, au début, on commence sur la première slide, c'est un peu descriptif, et en fait, on n'engage pas vraiment, donc c'est un peu plat, quoi. C'est 20, 30 premières secondes. Et en fait, il faut faire tout l'inverse. C'est là où il faut donner justement beaucoup et en gros faire comprendre à la fois en l'espace de ces 30 secondes ou 20 secondes, là, comme tu dis avec le 80-20, l'essentiel un petit peu de l'accroche et de ce que vous voulez faire, de se positionner, de l'ambition de qui vous êtes et de cadrer tout ça et de donner envie d'écouter. Parce que si vous faites un pitch, mettons, même de 3 minutes ou de 10 minutes, 3 minutes, peut-être que la personne va décrocher beaucoup plus, ou alors décroche tout de suite au tout début si on n'est pas suffisamment bon dans cette accroche. C'est un peu ça l'idée. Ouais, carrément. C'est exactement ça. Et ce qui est intéressant, justement, tu parlais d'accroche, c'est complètement le terme. C'est-à-dire que le hook, hein, du début, comme les Anglais disent, des fois, c'est ça qu'on travaille le plus dans un pitch. Et c'est assez intéressant parce que le début va conditionner beaucoup de choses. Et en plus de ça, si on prend même le cas d'événements ou d'autres pitchs, si le début, si le hook est personnalisé, ça peut vraiment faire la différence par rapport à d'autres personnes. Moi, pour commencer, si je reprends l'exemple de l'événement, le hook que j'utilise typiquement, l'accroche, ça va être une question hyper personnalisée, à tel point que
aucune personne dans la salle ne peut poser cette question-là. En fait, là, ça aboutit naturellement à une discussion. Et c'est ce qui m'est arrivé. C'était un événement en novembre 2023 de tête, un concours de pitch. En fait, dans le concours de pitch, il y avait justement un des jurys, c'était Jean de la Roche-Brochard. Et je suis parti, en fait, lui poser une question que personne n'aurait pu lui poser. Et du coup, après, on a pu discuter, échanger ensemble. On s'est même revu à un autre événement, il s'est souvenu de moi. Ce qui fait qu'en effet, le hook, le début d'une prise de parole, d'un pitch, va être super important. Et comme tu dis, ouais, vous le bossez à Seed Legals et c'est vraiment crucial, quoi. Et Jean Brochard, qui est le bras droit de Xavier Niel sur tous les investissements dans l'écosystème tech et les startups, initialement à Kima Ventures, puis il a ouvert là, également un nouveau fonds qui est aux États-Unis, il me semble. Donc ça, c'est vraiment les 20 premières secondes et qui sont cruciales pour bien planter le décor et pour donner envie à la personne d'écouter. Si on fait en plus avec des logiques d'association, vous voyez un petit peu comment vous pouvez vous donner les meilleures conditions pour pouvoir faire en sorte que la personne, un, vous écoute, mais même avant, se souvienne de vous. Et il y a ensuite un troisième point, c'est la valeur réelle et la valeur perçue, hein, c'est ça? Exactement. Dans ce que tu dis, la valeur réelle, la valeur perçue, je le connecte même à la règle des 20 parce que souvent on dit, OK, c'est bien de capter l'attention, mais maintenant, il faut la maintenir. Et l'idée, c'est que dans cette notion-là de valeur perçue, valeur perçue, ça va être tout ce qui est autour. Donc le packaging, ça va être le storytelling, ça va être parfois le branding, donc ça va être un peu la partie extérieure. Et la valeur réelle, c'est plus ce qu'il y a à l'intérieur, donc la qualité de la chose, la composition, ce qui est dit vraiment, en fait, le fond des choses. Et dans la prise de parole, la valeur perçue va être importante parce que le cerveau va filtrer les informations à travers ça. Je vais m'expliquer beaucoup plus. Quand on pitch, mais que notre voix va être monotone, je vais parler trop vite, je vais faire aucun silence, je vais donner beaucoup d'informations. En fait, la valeur perçue, donc la forme de ma prise de parole, n'est pas bonne. Et même si ce que je dis au fond, donc la valeur réelle, même si mes chiffres sont très bons, même si ma boîte a des clients incroyables, des partenaires vraiment incroyables, en fait, la personne va écouter sous le filtre de toute la monotonie et en fait va complètement rompre son attention. Et ça, pareil, c'est un principe du cerveau, ce qui fait que le cerveau fait vraiment très attention à l'extérieur. Et aujourd'hui, surtout aujourd'hui en 2025, on est à une ère où la forme est aussi importante que le fond, voire plus importante. Ce qui fait que même si quelqu'un a énormément de connaissances, de richesse dans ce qu'il va dire, s'il ne sait pas bien l'apporter, pas bien le pitcher, ben personne ne va le suivre. Donc c'est pour ça que la valeur perçue, elle est super importante. J'avais fait un post hier d'ailleurs par rapport à ça, par rapport à l'image vocale, ce qu'on dit au niveau de la voix, les silences, les intonations, le volume. En fait, toutes ces choses-là qui entourent en fait la prise de parole sont aussi importantes à travailler parce qu'il y a ce principe-là en neurosciences qui fait que on voit à travers la valeur perçue. Donc en effet, ouais, c'est super important également à garder en compte qui fait le lien entre l'entrepreneuriat et la prise de parole. Et donc là, c'est s'entraîner, pratiquer le plus possible pour pouvoir Exact. justement faire en sorte que on maîtrise déjà très très bien sa présentation. On sait ensuite comment jouer de silence, comme tu viens de l'expliquer, ou de moments où peut-être on accélère un petit peu sur certains points, mais plus on permet d'avoir une bonne façon de présenter la chose, plus aussi le fond peut en ressortir. C'est souvent ça aussi ce qu'on dit, c'est que la forme soutient le fond. Euh, et forcément, si la forme, comme tu l'as très justement expliqué, permet pas de pouvoir bien comprendre le fond, bah, le fond empathie clairement, et donc ça permet pas d'être aussi convaincant que si les deux s'accordaient bien. Et ça me vient aussi en tête, mais cette transposition sur une logique de pitch deck, parce que quand tu me parles, je le vois aussi typiquement sur une logique de pitch deck qui peut y avoir, qui est votre support, hein, évidemment, de présentation. Euh, Ça se voit aussi tout de suite si on voit des slides avec beaucoup, beaucoup de texte et des gros pâtés, des paragraphes et énormément d'informations, comme tu viens de l'expliquer, de façon orale sur la manière dont on peut s'exprimer et de présenter les choses. Évidemment, quand on voit une slide, pareil, on va se dire, Waouh, ok, en fait, il y a tout qui est mélangé, et puis ça donne, un, pas envie forcément de lire et de continuer à lire le document, et deux, en fait, on comprend pas le fond, parce que même s'il y a des éléments très pertinents, très concrets, peut-être très intéressants à creuser, ben, on n'a pas envie, parce que c'est mélangé dans un bruit, dans plein d'autres choses qui foutent tout ça, quoi.
pas si tu es d'accord avec cette idée. Complètement. Tu as parlé de pitch deck justement, et tu as des études justement qui montrent que à partir du moment où l'être humain va voir un paragraphe, donc typiquement devant un PowerPoint, il va pas vouloir lire. Et ça, c'est fort, et c'est pour ça Parce que que moi, ça le demande un conseil, effort trop important tout de suite, plutôt que d'avoir peut-être un petit design avec une ligne tout de suite. Et ça, c'est... ok. c'est exactement ça. C'est-à-dire que de tête, l'être humain, dès qu'il voit plus de trois lignes, ça va cutter. Et c'est pour ça que je conseille, moi, en général, de ne jamais dépasser trois lignes dans une slide et entre 17 à 21 mots. Donc là, on rentre plus dans la sémantique. Mais ouais, c'est un peu ça qui monte par rapport au budget, mais c'est ouais, c'est complètement vrai. Bah, notez bien ça parce que c'est clairement important et Ouais, on voit beaucoup trop de pitch decks passer où en fait, et c'est normal, c'est naturel, on a envie quand on est entrepreneur de mettre tout ce qu'on sait dans le document. Mais ça, c'est peut-être votre V0, votre première version, vous mettez tout ce que vous savez dedans et après tout le travail, c'est d'élaguer un maximum pour ne retenir parce que vous êtes d'autant plus puissant, le moins, le mieux et ce qui permet d'être d'autant plus convaincant sur cette partie, quoi. Et le but, c'est ça. Quand on parle de pitch à la fois oral, d'expression orale, quand on parle aussi de présentation et des supports de présentation qui vous aident à discuter, à parler auprès d'investisseurs, et ben, c'est là où il faut être à la fois clair, convaincant, concis, et puis après, ça se passera probablement mieux. Euh, Maintenant, souvent aussi, il y a évidemment le stress qui peut jouer et qui peut ouais. justement nous inhiber sur la manière dont on va s'exprimer, peut-être encore plus quand on est face à une salle remplie de personnes et où on doit faire justement une prise de parole publique. Mais il y a aussi des personnes, quand on a je sais pas, un investisseur important avec un pédigré assez puissant, où on a tout le poids de l'importance de ce rendez-vous, où, pareil, voilà, on peut se sentir très stressé et le moment venu, on perd un peu nos moyens. Euh, Comment on va pouvoir justement éviter ça. Peut-être que avant de regarder et de voir quels sont les tips pour bien gérer son stress, c'est quoi en fait le mécanisme? J'aime trop cette question et ça, en fait, j'ai fait une trentaine d'heures de cours en physiologie du stress. Donc là, je vais vraiment les résumer, les condenser pour donner les tips et le Voilà, mécanisme on a concret. que 30 minutes là. C'est ça, Tu vas te- effort de synthèse. Moi, je dis que si tu stresses, c'est très bien parce que ça montre que ton corps est en bonne santé. Et donc, dans le mécanisme, dans le fonctionnement du stress, il y a quatre points, quatre parties. Un, ton cerveau identifie une situation, un moment, un événement comme étant un danger. Ça, c'est vraiment le tout début. Donc, le cerveau identifie un moment, une situation, quelque chose comme étant un danger. Et donc, il va déclencher ce qu'on appelle la réponse au stress. Deux, cette réponse au stress va commencer tout simplement par un signal qui va être envoyé du cerveau à la glande surrénale. Donc, plus précisément de l'hippocampe, donc c'est une petite structure dans le cerveau, jusqu'à la glande surrénale, donc c'est une glande qui est située au-dessus du rein. Et en fait, cette hormone-là va partir au niveau de cette glande-là. Et la troisième étape, c'est que ça va provoquer la sécrétion, la production du cortisol dans tout le corps. En fait, le cortisol, c'est l'hormone du stress, on l'appelle communément comme ça. Donc, en grande partie, le cortisol va aller dans les vaisseaux sanguins et se répartir dans le corps. Et en plus petite partie, on a également l'adrénaline, qu'on connaît beaucoup plus généralement. Ça, c'est la troisième partie. Et la quatrième partie, le corps va réagir. Donc, au niveau physiologique, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Les battements du cœur vont s'accélérer, les muscles vont se contracter, et c'est ça qui va expliquer les tremblements, c'est ça qui va expliquer la voix qui tremble également, parfois. La respiration va s'accélérer. On va avoir également un coup de chaleur, et c'est ça qui va expliquer la transpiration quand on stresse beaucoup. On peut également avoir ce qu'on appelle la bouche sèche. Donc, quand on s'apprête à parler, d'un coup, notre bouche est sèche. C'est tout simplement parce que les glandes arrêtent de sécréter de la salive. Et en fait, tous ces processus-là, c'est tout simplement notre corps qui nous prépare à deux choses, soit à nous battre, soit à fuir.
Et c'est pour ça qu'en anglais, en fait, dans tous les articles scientifiques, la réponse au stress, c'est the fight or flight response. Donc la réponse, se battre ou fuir. Donc c'est tout simplement le corps qui le prépare. Et au final, ce mécanisme-là est neutre, voire bénéfique. Parce qu'il va tout simplement nous préparer à quelque chose. Donc voilà le mécanisme de façon simple. C'est ça ce qui se passe exactement dans le corps. Et je pense que ça parle à tout le monde parce qu'on l'a tous vécu, ce moment, clairement. Et l'idée, c'est pas de se dire, OK, bah, comment on fait pour ne pas l'avoir? Parce que c'est Ouais. naturel, on l'aura forcément, mais plutôt de savoir comment on peut éventuellement le maîtriser ou le préparer en amont, ou si ça vient et que voilà, c'est comme ça, on a le stress qui, on peut pas le contrôler avant, ou peut-être qu'on peut l'anticiper un minimum, mais mettons que ça vienne. Après, l'idée, c'est de savoir comment on le contrôle un petit peu, et sur ça, c'est quoi tes conseils? Alors justement, sur ça, les conseils, c'est que tu l'as super bien dit, c'est pas une question de je vais l'empêcher, mais c'est une question de quand ça arrive, comment je fais concrètement. Et moi, j'identifie 4 choses que je partage toujours qui sont hyper importantes à gérer. La première chose, pour mieux gérer le stress, c'est d'identifier d'où vient la peur. Parce qu'en général, le stress est déclenché parce qu'il y a une peur. Et très souvent, si on prend l'exemple justement du pitch devant un investisseur, devant des institutions, etc., c'est lié à la peur du regard de l'autre. Donc en fait, on a peur de ce que l'investisseur va dire, on a peur de sa réaction, on a peur de comment il va réagir. Et par rapport à ça, dès que tu as identifié ta peur, c'est vraiment un premier gros travail. Le deuxième conseil, c'est de se concentrer à 100% sur ce que tu maîtrises, sur ce sur quoi tu as du contrôle. Donc typiquement, qu'est-ce que tu maîtrises par rapport à un pitch? Tu maîtrises ta préparation, tu maîtrises les chiffres que tu as, tu maîtrises la vision que tu as, tu maîtrises l'histoire, le storytelling, tu maîtrises le fait que tu répètes devant le miroir, devant des vidéos, devant des personnes. En fait, se concentrer à 100% sur ce que tu maîtrises et tout ce que tu ne maîtrises pas, qui n'est pas sous ton contrôle, donc ce que les gens pensent, ce que les gens disent, ce que les investisseurs vont réagir, leurs réponses, en fait, tu le mets de côté. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose qui va aider à mieux gérer le stress. Troisième chose, la respiration. Ça, c'est crucial. Dès qu'on sent le stress venir en nous, le cœur qui bat, les muscles qui se contractent, réflexe, il faut respirer profondément. La respiration, elle est importante parce que quand on stresse, le corps utilise beaucoup d'énergie et donc beaucoup d'oxygène, ce qui fait qu'il y a moins d'oxygène qui va aller dans le cerveau. Et comme il y a moins d'oxygène dans le cerveau, les neurones vont moins bien fonctionner, on va avoir des trous de mémoire, on va avoir des bugs. Et donc, le fait de respirer redirige l'oxygène vers le cerveau et permet tout doucement de calmer le corps, également avec le diaphragme, hein, juste en dessous des poumons. Donc, ce muscle-là qui permet justement de contracter. Il se contracte quand on a le hoquet ou quand on rigole beaucoup. Le fait de respirer, ça va contracter le diaphragme et ça va envoyer un signal au cerveau que tout va bien se passer. Donc ça, c'est vraiment la troisième chose, respiration. Et la quatrième chose, c'est faire quelque chose qu'on aime. Donc ça peut être aller faire du foot, aller faire du sport, aller voir des amis, aller se balader dans la campagne ou en forêt, écouter de la Ça, musique, c'est chanter, avant le danser. moment, effectivement. Avant le moment, de C'est se ça, ouais. prendre des moments un peu plus de joie, parce que oui, effectivement, mais et c'est C'est dur, ouais. pour anticiper ça, et un peu quand ce qu'on dit, OK, il faut que je déconnecte, il faut que je sois bien un peu, enfin, je me demande bien que je dorme bien avant l'événement fatidique, entre guillemets. Exact. C'est ça, hein, l'idée. Ouais, c'est ça l'idée, c'est avant le moment. Je déconseille de le faire pendant, parce que danser ou chanter pendant le moment, à part si tu chantes bien, pourquoi pas, mais oui, en effet, c'est avant le moment, quelques jours avant, quelques semaines avant, tu fais ça. Pourquoi? Parce que faire quelque chose qu'on aime, ça va sécréter, produire ce que j'appelle la dose. Donc dose, c'est un acronyme, D-O-S-E. Donc D, dopamine, l'hormone du plaisir. O, ocytocine, l'hormone du lien, de la connexion, quand on voit la famille, notre aimé. 3S, la sérotonine. Donc là, c'est l'hormone du bien-être. Après une longue journée de travail, on se pose, on respire. 4E, les endorphines. Donc là, c'est quand on fait du sport, quand on rigole beaucoup. Et toutes ces hormones-là, qui sont produites quand on fait quelque chose qu'on aime, donc les jours avant, ça va aller à contre-courant du cortisol et aider à mieux gérer le stress. Donc typiquement, c'est ça qui va se passer. D'où l'importance d'avoir sa bonne dose avant pour qu'elle puisse contrecarrer si le stress vient, la cortisone et ce stress. Et pour Exact. revenir sur le deuxième point dont tu parlais, qui est en fait se concentrer sur ce qu'on maîtrise, c'est là aussi où en fait
D'où l'importance de se préparer un maximum parce que ça permet, si on a ce stress qui nous envahit, de se reconcentrer un petit peu sur, OK, je sais ce que je sais faire, j'y vais, je me concentre dessus et après, c'est les autres conseils que tu as pu nous partager. Donc ça, c'est des bons éléments à garder en tête et à s'appliquer le Yes. moment où ça peut venir. Euh, une fois qu'on a pris justement tes conseils sur la gestion du stress quand il vient, parce qu'il viendra toujours, comme on se l'est dit, et comment bien le préparer ou l'anticiper. Ensuite, si on vient sur les pitchs auprès d'investisseurs, souvent aussi, c'est de savoir comment peuvent penser ces investisseurs. Donc l'idée, est-ce que voilà, on va être dans une introspection, ou essayer de regarder en mode profiler, qu'est-ce que pense l'investisseur? C'est peut-être pas tant l'idée, mais c'est de savoir aussi quels sont ses biais. Et il y en a plusieurs, des biais cognitifs aussi côté investisseur que toi tu as identifié. Il y en a un certain nombre, mais tu nous en as sélectionné quelques-uns. C'est ça. L'idée, c'est que quand tu pitches, en effet, il y a toute cette partie stress-là, mais il y a également une partie d'adaptation, dans le sens où chaque être humain a un fonctionnement, le cerveau a un fonctionnement, et c'est important de connaître ça pour justement mieux pitcher. Et là, tu as dit, les biais cognitifs sont présents, il y en a plus de 200. C'est clair qu'on on va pas avoir les 200 là, mais il y en a certains qui sont vraiment intéressants à garder en tête. Le premier biais dont j'ai envie de parler, c'est ce qu'on appelle le biais de statu quo. Donc le biais de statu quo, c'est quoi? C'est que l'être humain a tendance à aimer ce qu'il a déjà vu fonctionner. Et donc pour un investisseur, concrètement, le biais là, ça représente le fait que l'investisseur va être beaucoup plus rassuré et aimer quand le pitch, en fait, dans le pitch, il y a quelque chose qu'il a déjà vu fonctionner, donc dans la boîte ou dans le fonctionnement, dans le service ou le produit, qu'il a déjà vu fonctionner dans le passé, qui a eu beaucoup de succès. Donc c'est le biais de statu quo, le premier biais qui est là. Et c'est pour ça que le conseil, c'est quoi? C'est que dans le pitch, c'est super important de le connecter, de le lier, si c'est possible, à quelque chose qui a déjà existé et qui a déjà fonctionné. Je sais par exemple qu'il y a des boîtes qui disent, nous, on est le Airbnb de, tu vois. Hmm. Donc pour connecter un peu à quelque chose qu'on connaît qui a déjà fonctionné. Et donc c'est très smart de faire ça. Et c'est basé sur un des premiers biais cognitifs qu'il y a. C'est un peu la preuve sociale, si on veut, ou peut-être c'est pas le bon terme, mais c'est d'apporter en tout cas des preuves, des éléments concrets qui permettent de effectivement raccrocher à quelque chose de connu, de se dire, OK, ça a réussi. Parce qu'après, des fois aussi, Ouais, j'ai entendu un peu les deux sur cette partie, je suis le Airbnb 2 ou je suis le Uber 2, souvent, enfin, en tout cas, ce que j'ai pu aussi entendre, c'est de dire non, vous n'êtes pas le Airbnb 2, vous êtes ce que vous faites vous, c'est différent, mais c'est pour potentiellement le raccrocher. En tout cas, il y a d'autres éléments, peut-être, ou façons de faire pour apporter cette comparaison. Par, par exemple, là-dessus, quand il y a la slide concurrence dans un pitch deck, on va présenter quelques concurrents et des fois, en fait, il est bon de présenter des concurrents peut-être étrangers et qui ont, eux, levé des fonds ou qui atteignent un certain chiffre d'affaires hyper important, peut-être qu'ils sont aussi rentables. Et de ça, de le montrer dans le comparatif, ça montre qu'il y a des exemples concrets qui fonctionnent, qui réussissent à l'étranger. Et bien, vous pouvez être l'acteur, par exemple, européen sur ça. S'il y a des exemples aux États-Unis ou en Asie ou ailleurs, ça, c'est aussi un peu la même logique, si je comprends bien. c'est ça. C'est vraiment la même logique, comme tu le dis. Et l'idée, c'est que le fait de faire ça, naturellement, la première chose que ça crée, c'est que ça facilite la compréhension. Dans le sens où, comme c'est un modèle qu'on a déjà vu, ça a déjà fonctionné, ok, si tu connectes à ça, ok, d'accord. Donc ça veut dire que je comprends votre fonctionnement général, ça fonctionne comme ça. Et pour l'exemple que tu apportes par rapport à la concurrence, c'est également important dans le sens où ça montre déjà que on est conscient du marché, on est conscient justement des personnes qui sont présentes dans le marché, et que techniquement, s'il y a une concurrence qui a un très très gros chiffre d'affaires, ça veut dire que moi-même, si je me positionne aussi comme eux avec une différenciation, ben, je peux potentiellement également suivre en fait les pas en termes de chiffres, quoi. Donc ouais, c'est complètement connecté et ça fait appel à ça. Il y a notre biais dont on a parlé quand on préparait le webinaire, c'est l'ancrage. Je trouve que ça fait le lien aussi un peu avec la logique de l'accroche dont on a parlé qui est très importante. Est-ce que c'est le cas? Tu m'as vraiment devancé, j'allais exactement faire la même transition. Le biais d'ancrage, complètement connecté à ce qu'on disait au tout début par rapport à la règle des 20 et la valeur perçue, c'est un biais qui fait que, surtout par rapport aux chiffres, le premier chiffre va être le chiffre de référence.
En fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que l'investisseur ne va pas faire exprès de garder ce chiffre-là comme chiffre de référence. C'est vraiment un biais cognitif, donc c'est inconscient. Le cerveau fonctionne comme ça. Si on va donner, on prend souvent l'exemple de la valorisation, une valorisation hyper élevée ou peut-être trop basse en premier chiffre, en fait, la référence sera par rapport à ce chiffre-là. C'est pour ça que par rapport à ce biais-là, le type, c'est quoi? C'est de vraiment faire attention et de réfléchir intentionnellement au premier chiffre qu'on va donner. Donc là, mais le biais est complètement là, quoi. Et si on poursuit cette liste, c'est lesquels tu mettrais en avant? Alors, celui que je mettrai en avant, tu vas avoir l'aversion au risque. Mhm. Donc, l'aversion au risque, c'est plus une situation, plus un chiffre, plus un pitch, des données vont provoquer justement augmenter le risque, moins on va faire le choix d'y aller. Et par rapport aux investisseurs, leur aversion au risque fonctionne légèrement différemment et il y a quelques critères qui augmentent cette aversion au risque. Donc, aversion, c'est vraiment le fait de vouloir éviter le risque. Une chose qui augmente le risque, c'est le manque de connaissances. Donc, si celui qui pitch va avoir peut-être un pitch qui n'est pas structuré, qui va manquer de, d'arriver à expliquer les choses, d'arriver à synthétiser, vulgariser, s'il n'arrive pas, ça augmente le risque. Deux, tu vas avoir la fluidité, donc le fait que les idées vont s'enchaîner naturellement. Si ça bloque vraiment, c'est pas bon signe. Et j'aime beaucoup citer, il y a une phrase qui dit que le pitch, ça doit être comme un toboggan. Ça doit vraiment glisser. Et souvent, quand il y a ce bug-là, ça augmente le risque naturellement. Et la troisième chose qui est vraiment cruciale, c'est la maîtrise des chiffres. Maîtriser ces chiffres, c'est super important. Le fait de ne pas maîtriser ces chiffres, de dire des chiffres peut-être au hasard ou complètement disproportionnés par rapport à la réalité, ça augmente le risque. Et dans toute la réflexion par rapport au pitch, c'est important de se poser et de se dire, OK, quelles sont les choses que je dois maîtriser pour limiter justement le risque là, parce qu'il y a ce biais cognitif qui est présent, quoi. D'où l'importance de faire ce storytelling très fluide, d'être Exact. clair, et ça rejoint un peu les éléments qui ont été partagés avant d'arriver à ces biais cognitifs. Euh, Allez, si on en prend encore un ou deux Un d'autres. petit dernier, ouais. Un petit dernier, moi j'aime beaucoup le besoin de preuve sociale. Le besoin de preuve sociale, en fait, dans ce biais cognitif-là, naturellement, on va être rassuré quand il y a une référence ou quand, par exemple, l'investisseur va voir qu'il y a un gros investisseur super connu qui a déjà investi dans la boîte ou qu'il y a un très gros client qui est super connu du CAC 40 ou autre. En fait, ce biais-là va faire que naturellement, si quelqu'un qui a une grosse expérience et qui a une grosse preuve sociale lui-même a déjà investi, ça veut dire que c'est safe. Donc ça, pareil, c'est un biais cognitif, c'est vraiment littéralement un raccourci que la personne fait. Et donc ce biais-là, il est important dans le sens où quand vous préparez un pitch, il faut savoir réussir à qu'est-ce que vous pouvez intégrer, connecter dans votre pitch qui va augmenter votre preuve sociale, qui va faire que l'investisseur va être rassuré par rapport à ce que vous avez mis en place, mis en œuvre, quoi. Ça, c'est aussi le cas pour l'équipe. Typiquement, j'ai Ouais. X années d'expérience dans le secteur qui est celui qu'on attaque et qu'on va adresser avec notre projet. Je suis aussi donc associé avec une personne qui est très complémentaire et qui a aussi fait enfin, je sais pas, 10 ans chez Google en tant que, je sais rien, développeur full stack, et puis après qui est passé CTO d'une startup qui a explosé, puis maintenant il nous rejoint. Enfin, là, on se dit, OK, c'est des Top Gun et c'est rassurant. Et ça, c'est une logique de prof social également. Ouais, complètement. C'est vraiment une logique de professionnel dans ce sens-là. Et c'est toujours important justement pour les founders de prendre ça en compte parce que parfois il est un peu négligé. Et donc on centre tout sur les chiffres, on centre tout sur l'innovation, la disruption qu'on va avoir. Et parfois quand il n'y a pas de petite accroche par rapport justement à ce type de preuve sociale-là, on peut passer à côté. Et c'est vraiment du détail, quoi. Et moi, Ouais. ce que je dis beaucoup, c'est que le plus important derrière ça, c'est que il faut savoir s'adapter. Donc là, c'est vrai qu'on a donné des biais cognitifs, mais au final, chaque investisseur est un être humain. Donc chaque être humain est unique à son histoire, à son background. Et voilà, c'est pas pareil de rencontrer un business angel, de rencontrer voilà, des VC,
d'aller dans des banques d'affaires pour lever des fonds, etc., etc. Donc déjà, il y a les institutions, mais il y a également les investisseurs en tant qu'humains qui sont différents. Et donc c'est super important de s'adapter, de personnaliser, au-delà de garder que ces biais cognitifs de manière générale, quoi. D'ailleurs, pourquoi je rebondissais là-dessus avec cet exemple, c'est parce que j'ai vu justement quelques pitchs où en fait ils insistaient pas sur cette partie profil et eux-mêmes, peut-être par timidité, j'en sais rien. Mais en tout cas, si c'est le cas, c'est malvenu parce que quand on est dans des sociétés, des startups qui sont très jeunes, l'essentiel et l'actif principal, ça reste l'équipe fondatrice et votre capacité à pouvoir Ouais. exécuter, et votre en fait, pertinence par rapport au sujet adressé. Et donc, il faut le mettre en avant. Euh, et également, il faut pas s'inventer non plus une vie parce que si en fait on sort d'école et qu'on est assez jeune et qu'on c'est notre premier projet, juste on va expliquer pourquoi on est pertinent et ce qu'on a compris, mais on va pas en faire du coup des tartines. Il faut juste s'adapter et être cohérent là-dessus. Mais encore une fois, si on a des arguments et des armes pour pouvoir les mettre en avant sur cette logique de présentation de l'équipe fondatrice, surtout allez-y et faites-le, hein. Il y a un dernier biais, moi que je trouve intéressant peut-être avant de passer au secret du storytelling, c'est celui de la réciprocité, parce que c'est un élément intéressant dans le sens où, comme on se l'était dit ensemble, il n'y a pas un seul rendez-vous quand on va rencontrer un investisseur. Et donc, enfin, je suis intéressé que tu puisses partager ce biais-là. Ouais, complètement. C'est vrai que le biais de réciprocité, il est super intéressant dans le sens où il faut se rendre compte que quand on pitch devant des investisseurs, ça reste un dialogue. Ça reste une relation humaine au final. Et qui dit relation humaine dit des choses que je vais prendre, des choses que je vais donner. En fait, le biais de réciprocité, c'est tout simplement plus je vais recevoir, plus je vais avoir tendance également à donner. Donc, le type qui suit ça, justement, c'est que dans vos pitchs, dans vos rendez-vous, même déjà en mail, mais également en présentiel ou autre, soyez vraiment généreux. Soyez généreux dans ce que vous allez donner, dans ce que vous allez partager, dans la valeur que vous allez apporter. Pourquoi? Parce que plus justement vous donnez, plus l'investisseur va avoir également tendance à rendre l'appareil, comme on dit. Et ça, c'est un biais naturel, un biais de réciprocité. Quand on nous fait plein plein de cadeaux, on a tendance aussi à vouloir rendre l'appareil. Et donc, c'est super important à garder en tête. Et souvent, je dis, soyez pas juste généreux parce qu'on vous a dit d'être généreux, mais vous, genre, qu'est-ce que vous avez à apporter vraiment? Quelle est la valeur que vous pouvez vraiment partager de façon naturelle, de façon authentique? Ça, c'est super important également dans les différents rendez-vous que vous allez avoir. Comme on disait, il en existe 200 des biais cognitifs, donc on va Ouais, pas les faire tous. Mais il y a des articles peut-être qu'on pourra partager à l'occasion, ou même peut-être même écrire ensemble sur ces aspects. Euh, Maintenant, sur carrément. le secret du storytelling, parce que c'est aussi ça, hein, comme tu nous l'as expliqué un peu en filigrane, c'est raconter une histoire, que ce soit fluide, d'être bien préparé, de savoir gérer son stress, de bien aussi connaître un peu les réactions et ses biais côté investisseur. Mais c'est quoi maintenant, si tu devais nous donner allez, des conseils pour faire une histoire qui soit pertinente, convaincante et peut-être, pourquoi pas, dans le porter la conviction de l'investisseur, au moins d'avoir un prochain rendez-vous pour en discuter un peu plus en détail, quoi. C'est ça. Le prochain rendez-vous, c'est vraiment la chose qu'on attend souvent. Et l'histoire aide clairement. En fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le storytelling, les histoires, sont des choses qui se retiennent très facilement. Dans le sens où le cerveau garde beaucoup plus facilement en mémoire des histoires, du storytelling, comparé à des données, des informations, des statistiques. Et donc, tu as beaucoup, beaucoup d'études hein, par rapport à ça. Clairement, on prendrait des heures pour en parler. C'est super passionnant. Et en fait, quand on écoute une histoire, le cerveau est extrêmement attentif. Et il y a des études qui montrent aussi que ça sécrète, ça produit la dose, donc dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine, quand on écoute une histoire. Et en fait, il y a beaucoup de connexions qui sont faites. Toutes les parties du cerveau, en fait, sont actives. On parlait tout à l'heure, en fait, du cerveau qui fonctionne en association. Et donc, c'est pour ça que c'est super important de raconter des histoires, d'intégrer des histoires dans son pitch. Et de façon concrète, quels sont les éléments d'une bonne histoire? Il y a vraiment plusieurs écoles, mais j'ai pris la principale. Par rapport à la structure, 3 points. Donc, on parle de la règle des trois.
cette règle des trois, elle est utilisée chez Netflix, elle est utilisée chez Universal, dans les films, dans les séries, dans le théâtre. Une structure en 3 points. Un, le contexte. Deux, le conflit. Et trois, la résolution. Et je vais donner un exemple d'une histoire hyper courte, comme ça vous allez visualiser. Le dernier homme sur Terre est seul dans sa chambre, quand tout à coup, quelqu'un frappe à la porte. Finalement, l'homme se réveille de son sommeil. Donc là, histoire super courte, vous avez les trois éléments d'une bonne structure d'un storytelling. Un, le contexte, donc l'homme il est seul sur Terre dans sa chambre. Deux, il y a un conflit, donc il y a un moment où il y a un shift, un petit tournant, quelqu'un tape à la porte, ah c'est bizarre, parce qu'il était normalement tout seul sur Terre. Trois, la résolution, ok finalement il se réveille de son sommeil. Donc ça, cette structure-là, tu peux l'intégrer dans ton pitch, surtout par rapport à ton histoire à toi. Tu peux raconter l'histoire de la boîte, l'histoire des founders, l'histoire que vous prévoyez dans le futur. Donc, quelle est votre ambition? Où est-ce que vous allez? Et également au niveau des chiffres. Raconter par exemple l'histoire d'un client et dire voilà, ce client nous a permis d'avoir 86 millions de chiffres d'affaires. Donc, en fait, tu peux caler ces petits storytelling dans ton pitch qui vont amplifier naturellement ton pitch et tu seras beaucoup plus captivant par rapport à ça. Donc, ça, c'est vraiment le principe de base, le conseil de base. Après, si je peux continuer sur les deux Bien sûr. autres tips qui assaisonnent un peu, comme je dis, le storytelling, ça va être un, de parler au présent. Le fait de parler au présent, ça va aider justement à mieux vivre le moment, à être beaucoup plus immergé dedans. Et de deux, de suggérer la chose plutôt que de la décrire directement. Et là, pareil, je vais donner un exemple pour mieux visualiser. On peut dire, il y a un tremblement de terre, donc on peut le dire comme ça, mais on peut dire plutôt, le sol se craquelle, les bâtiments s'effondrent, il y a un énorme tsunami qui arrive derrière, tout le monde est en train de courir et de crier partout, il y a un tremblement de terre. Donc en fait, le fait de suggérer la chose, au lieu de décrire directement, ça permet de stimuler un peu plus l'imaginaire, le côté émotionnel, ce qui fait qu'on est beaucoup plus mémorable et on fait vivre une expérience en fait à travers notre histoire. Et ces tips-là, clairement, va faire la différence dans le pitch. Pourquoi? Parce que ça travaille la créativité et chaque histoire est différente. Chaque founder a une histoire. Et donc là, le champ est complètement libre, quoi. Après, c'est comment on l'adapte et on l'applique, en fait, c'est là où faut bien travailler et tenter, parce que quand tu l'expliques là sur la construction, c'est hyper intéressant de ce storytelling, et au final en trois phases, quoi. On peut l'appliquer, comme tu l'as dit, avec différents angles. L'angle des fondateurs, de leur expérience, de leur vécu, et souvent c'est peut-être ça hein, qui vient euh, justement comme genèse de pourquoi vous vous êtes lancé dans tel projet pour corriger, en tout cas adresser ce besoin que vous avez vous-même vécu peut-être dans votre expérience, soit précédente, professionnelle ou autre. Peut-être pas en fait. Peut-être que c'est juste parce que vous vous êtes dit, nous, on veut adresser une problématique, mettons qui est celle de l'environnement et avoir un impact et donc se dire, OK, la problématique, du coup, tu présentes ça avec un angle qui est le contexte, la problématique et après la résolution sur comment vous allez, vous, avec votre solution, bah, potentiellement résoudre cette sujet, en tout cas, votre ambition. C'est un peu cette idée, hein. Mais bon, il y a plein de façons, tu es d'accord, et plein d'angles pour pouvoir construire ce ou ces storytelling. Ouais, il y en a vraiment énormément. Je disais, il y a vraiment beaucoup d'écoles par rapport à ça. Hmm, C'est des années, des années, des années de recherche et qui fait qu'on a aussi toute cette diversité d'histoires, en fait, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans les films, etc. Donc, il y a vraiment énormément d'angles. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que l'histoire, la manière dont c'est raconté, le fait de parler au présent, le fait de, de suggérer, il y a aussi un impact en fait au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des neurones miroirs qui sont là. Donc on parle de neurocoupling qui vont permettre de nous faire vivre le moment comme si on y était. Tu sais, par exemple, c'est comme, voilà, tu es sur Instagram, tu as un reel où il y a quelqu'un qui va tirer une balle et la balle va venir sur l'objectif. Donc on va faire comme ça. Donc on va esquiver comme si la balle était là. En fait, c'est ces neurones miroirs qui nous font vivre le moment. Et quand on utilise ce storytelling-là, dans le pitch, les investisseurs vont être beaucoup plus dans le moment, vont être beaucoup plus immergés justement dans sa prise de parole. Donc c'est pour ça que c'est super important d'en caler pour faire vraiment de ce moment un moment hyper mémorable, quoi. ouais.
et ils se projettent et donc ça revient un peu à tout ce qu'on s'est dit sur ils se rappelleront plus de vous pour revenir à la logique d'association. Si vous êtes donc pertinent et c'est tout, enfin, c'est fluide, voilà, pensez à l'image du toboggan, comme moi je la retiens, et donc ça glisse et c'est très bien et ça permet d'être d'autant plus convaincant et de faire preuve aussi de sérieux. Et donc on est sur des arguments qui vont emporter la conviction. Après, c'est aussi ce qu'on s'est dit ensemble là, à l'instant avec toi, Sylvain. C'est l'idée, quand vous faites votre pitch et que vous allez discuter avec l'investisseur, peut-être que ce sera un moment mémorable et on vous le souhaite, c'est grâce à l'application là, de tous les conseils que tu nous as partagés, au moins peut-être pour vous. Mais l'idée, c'est d'obtenir un prochain rendez-vous. Très rarement, vous allez avoir tout de suite là l'investisseur qui va dire, à moins que vous ayez été vraiment mais incroyable et que vous ayez pu emporter la conviction de cet investisseur qui va dire, mais magique, moi j'y vais, il n'y a pas de problème. Je vais mettre, je sais pas, 10 000, 50, 100 000 euros. Non, généralement, il y a plusieurs rendez-vous qui s'enchaînent. En moyenne, toi, tu vois combien de rendez-vous? Enfin, ça dépend évidemment de la typologie des investisseurs. Mais mettons avec des business angels, il y en a quoi? Deux, trois, quatre rendez-vous? C'est ça, il y en a deux, entre 2 et 4. Moi, là, par exemple, là, dernièrement, j'avais accompagné un entrepreneur qui est en train de faire, qui a fait une levée de 1,5 million et il était en moyenne à ce nombre-là, quoi. Donc, entre 2 à 4 rendez-vous. Et c'est surtout de dire que dans les rendez-vous, il ne faut pas arriver genre, hyper stressé en se mettant beaucoup de pression. Il faut y aller vraiment tranquillement, en mode, je vais dialoguer. Et surtout pas en mode, Ouais, voilà, c'est je une vais relation réciter mon humaine. pitch. C'est Voilà, ouais, c'est ça. c'est c'est- et il faut être donc un peu détaché, mais tout en étant très sérieux et bien préparé. En étant C'est un peu sérieux, c'est l'idée. ça. Ouais. Euh, il nous reste 8 minutes avant de nous laisser. Et donc, c'est le moment des questions-réponses. Donc, profitez-en pour poser vos questions à Sylvain, de façon à ce qu'il puisse vous partager. Bon, tu nous as beaucoup partagé d'éléments et je te remercie encore sur comment bien préparer son pitch, bien comprendre aussi les mécanismes qui nous permettent à la fois d'anticiper le stress, à la fois de comprendre aussi les biais de la personne avec qui on parle, si c'est un investisseur. Et donc, maintenant, c'est à vous de poser vos questions. N'hésitez pas, hein, il y a le chat. Et si vous n'en avez pas, je ferai en sorte, moi, d'en avoir peut-être une ou deux pour poursuivre cet échange que je trouve très, très intéressant et très pertinent. Et j'espère qu'il vous est utile. En tout cas, Alexia nous dit hyper intéressant dans le chat. Et je te remercie et on te remercie. On espère que ça puisse vous aider. Alors, je ne vois pas de questions arriver dans le chat. Est-ce que ça va venir? Est-ce que tu aurais peut-être un dernier conseil sinon à donner et à emporter avec tout ce que tu nous as déjà partagé? Dernier conseil. Alors, juste avant, je rends à César ce qui est à César. Pour l'image du toboggan, c'est Fred Mazella, le PDG D'accord. Blablacar, qui utilise Mhm. cette image-là. Dernier conseil, soyez authentique. C'est vrai qu'on a partagé beaucoup de tips, on a partagé beaucoup de valeurs, on a partagé beaucoup de choses qui sont importantes. Mais vraiment, ce qui va primer, c'est l'authenticité. Soyez tout simplement vous, parce qu'en fait, on est unique. On est des êtres humains, voilà. On n'y en a pas deux comme vous. Donc, soyez unique. Donc, tous ces conseils, toutes ces choses, tous ces tips, vraiment, mettez-les sous le filtre également de qui vous êtes, de votre personnalité, de votre caractère. Ça va être important parce que les investisseurs n'investissent pas seulement dans un projet, dans une boîte, ils investissent aussi dans un être humain. Et très souvent, ils vont connecter à cet être humain-là. Donc c'est super important d'être authentique, donc de ne pas mettre de masque ou de surjouer les choses, mais vraiment l'authenticité est vraiment super importante. Pour moi, ce serait ça sur lequel je finirais, quoi. Et ça s'entend hein, quand on n'est pas, quand on surjoue, ça sonne généralement un peu faux. Donc très vite, le discours peut en pâtir. Et encore une fois, ça va se ressentir dans la relation. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Ah, il y en a une qui vient d'arriver. Lorsqu'on a un trou de mémoire pendant un pitch, que conseilles-tu? Merci Alexia pour cette question. Good. Super question. Quand on a un trou de mémoire dans un pitch, qu'est-ce que je conseille? Avant le pitch, il faut absolument, en une phrase, décrire ta vision et quelle est l'idée principale. Donc une, deux phrases maximum. Tu la connais par cœur, cette phrase-là. Et le moment où tu as un trou dans le pitch, un manque justement, tu parles de cette phrase. Voilà, tu oublies et tu reviens sur cette phrase-là. En fait, le fait de dire cette phrase-là va te permettre de jongler autour et d'expliquer. Donc pour moi, c'est ça qui est super important parce que les trous de mémoire, ça arrive, clairement. Et comment tu gères ça? Tu sors ta vision en mode,
Ouais. Et moi, vraiment, ce que je crois vraiment, c'est que cette boîte-là va faire ça, ça, ça. Donc vraiment, juste en une, deux phrases, ta vision précise, tu reviens dessus. Et si tu trouves pas, tu fais une pause, tu respires et tu passes à la partie suivante, tout simplement. Bah, c'est très concret. Et merci, De rien. Sylvain. Est-ce qu'on a d'autres questions chez nos auditeurs? Non, il n'y en a pas. Et ben, c'est le moment de pouvoir se dire un grand merci. Et d'ailleurs, Marine nous dit merci et on te remercie également. C'était super et je suis d'accord. Je Avec rejoins plaisir. Marine et je te remercie beaucoup, Sylvain, pour le partage de toutes ces informations, tous ces conseils qui sont bien sûr à appliquer et à mettre en place dans le cadre de votre pitch et des rencontres avec les investisseurs. Sylvain, merci. Je te souhaite une bonne journée à tout le monde et Avec à plaisir. très bientôt. Au Yes, revoir. à bientôt. Merci.